Auvergne, centre de la France. Hiver 1892. Cette année-là, la région dépendait encore du charbon, des chevaux et de la promesse de neige qui se concrétisait rarement. Les hommes, habitués à affronter le froid vêtus seulement d'épais manteaux et de feux de fortune, se moquaient de toute exagération. L'hiver finit toujours par passer, disait-il, comme pour répéter une vieille excuse, plus par tradition que par certitude. Mais un homme pensait différemment. Étienne Moreau. Il creusait, seul, toute la journée, pendant que les autres construisaient des clôtures, s'occupaient du bétail ou priaient pour la récolte. Il disparaissait sous terre. Il creusait des tunnels assez larges pour y vivre. Il y transportait des provisions. Il y stockait du bois de chauffage. Il dormait sous terre. On se moquait de lui à la foire. « La taupe !» crièrent les enfants. Les adultes ont ajouté « Il est en train de creuser sa propre tombe ». Mais ce mois de décembre-là, ce qui arriva à l'Auvergne n'était pas un hiver ordinaire. C'était quelque chose que personne là-bas n'avait jamais vu auparavant. Et lorsque le froid enveloppa toute la région, l'entrée du refuge d'Étienne, il était déjà recouvert de neige. L'Auvergne était un lieu où l'on faisait davantage confiance à la répétition qu'au changement. La ville s'éveilla tôt, au son des cloches et au grincement des charrettes, soulevant des éclats de glace sur les pavés. Les hommes se saluèrent d'un bref hochement de tête et d'un long regard. Les femmes revenaient du marché, serrant fermement leurs paniers et parlant à voix basse. Là-bas, personne n'aimait les surprises. Et Étienne était une surprise constante. Il avait à peine plus de 40 ans, mais son visage serein paraissait 3 fois plus vieux. Il vivait dans une petite cabane, à l'écart de la route principale. Mais ce qui frappait vraiment, c'était le trou, une ouverture dans le sol, renforcée par des poutres de chêne comme l'entrée d'un puits, assez profond pour engloutir un homme tout entier. C'est là que le rejet a commencé. Un matin, à la fin de la messe, le père abbé Laurent fit cette remarque à haute voix, devant tout le monde. Un bon chrétien construit vers le haut et non vers le bas. Le commentaire a fait germer une graine. Et la ville, terreau fertile pour le jugement. Étienne ne répondit pas. Il n'a jamais répondu. Il écouta. Il savait. Mais il continua. Il arpentait les rues, les bottes couvertes de terre, une pelle sur l'épaule, le regard rivé au sol. Il acheta de la farine, des lentilles sèches, des bougies et du sel, des produits courants, mais en quantités inhabituelles. Il ne dit rien, il paya, il hocha la tête, il partit. À la foire, les blagues ont pris forme. Si le monde s'effondre, la taupe a déjà un foyer, n'est-ce pas? Attend-il du charbon, ou qu'il pourrisse là-dedans? Le boucher, un homme imposant nommé Henri Dubois, fut franc un jour. Moreau, avez-vous perdu quelqu'un là-dessous? Ou préférez-vous être enterré vivant? Étienne resta figé, les yeux écarquillés. Il n'a pas répondu. Il est retourné au refuge, comme toujours. Et là, en bas, à l'abri des regards indiscrets et du mépris, il poursuivit son travail. Il consolida les murs avec d'épaisses planches. Il créa des compartiments. Un coin pour dormir, un autre pour ranger les affaires, et un autre encore avec un petit fourneau de fortune et une cheminée discrète, camouflé parmi les pierres au sommet de la colline. Mais ce qu'il savait, personne d'autre ne le savait. Et ce qu'il craignait, personne d'autre ne le craignait. Un vieux mineur, avant de mourir, lui avait dit il y a des années « La grande glace revient, Étienne, comme en 1830, mais personne ne s'en souvient, car ceux qui s'en souviennent sont morts. » Cette phrase résonnait dans sa tête à chaque changement de direction du vent. Chaque hiver, Étienne renforçait un mur supplémentaire. Il amassait davantage de provisions. Il creusait plus profondément. En apparence, la ville poursuivait son cycle. Fête d'été, messe du dimanche, quelques sécheresses, quelques coups de vent. Rien d'insurmontable. La foi était forte. La routine, encore plus. Mais cette année-là, l'hiver est arrivé tôt. Début novembre, les vents ont changé de direction. Les premières neiges sont arrivées 3 semaines plus tôt que d'habitude. Ça va passer, ont-ils dit. Mais Étienne a renforcé le toit de l'entrée. Il a ajouté du bois de chauffage à sa réserve. Et il creusa. Encore 1 mètre. En silence. Il ne le savait pas encore, mais la première erreur que commettraient les autres résidents serait de faire trop confiance au passé. Et cette erreur allait s'avérer coûteuse. Plus tôt qu'il ne l'imaginait, la décision a été prise en silence. Il n'y eut ni annonce, ni adieu. Par une journée ordinaire de fin d'automne, Étienne cessa tout simplement de monter. Il cessa d'allumer la lampe dehors. Le chemin de terre menant à la cabane disparut sous la neige tombée plus tôt que prévu. Le village ne s'en aperçut pas tout de suite, mais au marché, le vendeur de farine remarqua l'absence d'une grosse commande.
Le forgeron fit alors cette remarque distraitement. « Étrange. La taupe a disparu, et avec la disparition vinrent les rires. Peut-être s'est-il retrouvé piégé à l'intérieur. Il a dû mourir enseveli sous les décombres. Qu'il s'enterre lui-même, puisqu'il aime tant la terre. Personne n'est allé voir. Personne ne s'en souciait suffisamment. » Étienne, en revanche, était plus vivant que jamais. Sous terre, il avait aménagé un abri rudimentaire mais fonctionnel. 3 compartiments reliés par des tunnels renforcés. Le premier servait de dortoir, avec d'épaisses couvertures, des couches de fourrure et une structure en bois protégeant le toit. Le second, le plus important, était l'espace de stockage. Des piles soigneusement empilées de céréales séchées, de viande salée, de bougies, d'huile d'olive, de bois sec et d'eau stockée dans des barils hermétiques. Le troisième élément était le cœur de l'abri, la chaudière. Construite en briques rustiques, elle était reliée à une cheminée discrète émergeant des rochers en haut de la colline. La fumée, fine mais constante, montait et se dissipait rapidement. Un observateur inattentif ne l'aurait jamais remarqué. Durant la journée, Étienne gardait un silence absolu. Il marchait sur des chiffons pour ne faire aucun bruit. Il lisait de vieux livres à la lueur d'une bougie. Il consignait les températures, une habitude héritée d'un frère mort dans son enfance. J'ai tout noté. 16 novembre. Température extérieure, 4 degrés bis. Température intérieure, 9 degrés bis. Stable. 18 novembre. Vent du nord. Gel continu. Pendant ce temps, là-haut, les signes s'intensifiaient. Le puits de l'église gela. Les feuilles tombaient plus vite. Les chevaux tremblaient dans les écuries. Malgré cela, la ville a fait la sourde oreille. C'est juste un hiver rigoureux. On a connu pire. C'est alors que Marcel, le vieil homme qui vendait des bougies et des histoires, s'arrêta au milieu de la place et dit « Ceci n'est pas l'hiver. Ceci est un avertissement. » Eux aussi se sont moqués de lui, et ils l'ont oublié. Durant la 3e semaine de novembre, les premiers gros flocons de neige ont recouvert les toits. Inhabituel. Prématuré. Cela a duré 4 jours. La route principale était coupée. 3 maisons se sont effondrées sous le poids de la neige. Un enfant a été retrouvé gelé dans une grange. La ville a commencé à réaliser, trop tard, mais il continuait de se moquer d'Étienne. Je parie que la taupe se marre là-dessous, du moins s'il est encore en vie. Et il l'était, et il écouta, de loin. À chaque fois que le vent se levait, Étienne s'approchait de l'entrée et écoutait. Des pas précipités, des cris étouffés, des prières désespérées. J'ai ressenti l'instinct humain d'ouvrir l'écoutille, mais il ne l'a pas fait. Il est encore tôt, a-t-il fait remarquer. Ils n'ont pas compris ce qui viendra après la 2e vague. Le matin du 5e jour, le ciel s'est dégagé. Mais la ville était différente. L'Auvergne, jadis faite de pierre et d'argile sombre, était désormais blanche, muette et fragile. Les fenêtres étaient calfeutrées avec des chiffons. Les chevaux mouraient un à un. Le charbon commençait à manquer. La foi, peu à peu, s'étiolait elle aussi. Étienne a pris une nouvelle note. Le 24 novembre, la 2e vague arrivera sans prévenir, et ceux qui croient à la trêve seront les premiers à périr. Il ne le savait pas encore, mais un détail restait en suspens. Et ce petit détail anodin allait devenir sa première grosse erreur. La première semaine de froid persistant n'a pas eu raison d'Étienne, mais la 8e nuit a failli y parvenir. La charpente en bois soutenant l'entrée principale avait été en partie improvisée. Une poutre était plus courte que les autres, petite, sèche et, à son insu, partiellement fissurée. Au fil des jours, le poids de la neige s'était accumulé sur le couvercle de bois et de terre. Il avait entendu de légers craquements. Il les avait ignorés. Aux premières heures du 8e jour, le son changea. Il faisait sec. Final. Le plafond de l'entrée s'est effondré. Le choc laissa tout le monde sans bruit pendant quelques secondes. Poussière, terre et éclats de bois tombèrent dans le premier compartiment, bloquant complètement le tunnel de sortie. Étienne se réveilla, incommodé par l'odeur de poussière et le manque d'air frais. Là, l'instinct remplaçait le doute. Il n'a pas crié. Cela ne s'est pas produit. Il a simplement agi. Il savait que cet endroit n'était pas vital. Un tunnel secondaire menait à la cheminée, étroit et conçu uniquement pour la ventilation. Il n'avait jamais tenté de l'utiliser comme voie d'évacuation. Mais maintenant, il n'y avait plus le choix. Il se banda le visage avec un linge humide. Il prit une petite bougie, et il rampa. L'espace était trop étroit même pour lui, qui était déjà maigre. Les planches lui éraflèrent le dos. Son genou gauche frottait contre une pierre. Mais il continua d'avancer.
centimètre par centimètre. Il a fallu 42 minutes pour atteindre l'ouverture. Lorsqu'il poussa le couvercle de pierre, la lumière l'aveugla. Il était vivant. L'entrée, cependant, était perdue, ensevelie sous plus d'1 mètre de neige compactée. Le retour était impossible, ce qui signifiait qu'il devait reconstruire, ou geler. Les doigts déjà engourdis et le souffle court, il commença à creuser un nouveau passage de secours. Il utilisa la lame d'une vieille hache pour creuser en biais, reliant la cheminée à l'intérieur de l'abri. Il créa une entrée étroite, mais ça fonctionne. Il a travaillé pendant 7 heures, sans escale, sans manger, sans parler. Finalement, il s'est effondré à genoux sur le sol froid. La nouvelle voie était prête. L'erreur a été corrigée. Entrée effondrée. Dériver l'énergie vers le renforcement latéral. Erreur humaine. Corrigée sans perte. C'est tout ce qu'il a écrit. En ville, la situation s'aggravait simultanément. Ceux qui avaient ri tremblaient désormais. Le bois de chauffage venait à manquer. Les cheminées ne chauffaient plus comme avant. Un marchand tenta de faire fondre de la glace dans la rue pour boire. En allumant une flamme d'alcool près de la neige tassée, il se brûla le visage. Le marché ferma. Les églises étaient bondées, non par foi, mais par manque de chaleur. Henri Dubois, le boucher, a perdu 2 doigts à la main en essayant de couper de la viande congelée avec une lame de métal nue. Mais même au milieu de ce chaos, personne n'a mentionné la taupe. L'orgueil l'emportait encore sur la peur. Étienne observait tout de loin. Il sortait la nuit quand le vent s'était calmé quelques heures auparavant. Du haut de la colline, il apercevait les maisons obscures, le silence sépulcral de la ville. Il emportait une petite lunette astronomique. Il distinguait les chiffons aux fenêtres, les gens blottis autour de faibles feux. Il a écrit « Jour 12, signe d'effondrement, feu rare, mouvement minime. Si leurs réserves s'épuisent avant la 2e vague, ils ne survivront pas. » Et puis, le 14e jour, un nouveau son se fit entendre. Chorégraphie. Ce n'était pas un cri, c'était un murmure, englouti par le vent. Mais Étienne ne bougea pas. Pas encore. Je savais que le pire était à venir. Cette nuit-là, le froid allait enseigner une leçon à laquelle personne n'était préparé. Au bout de 3 semaines de confinement, la ville ne dormait plus. Des gémissements s'élevaient des maisons. On pleurait doucement. Certains, désespérés, brûlaient meubles, livres et même vêtements pour alimenter le feu. L'eau gelait dans les seaux. Les corps s'amaigrissaient en quelques jours. C'est au cours d'une de ces matinées matinales qu'Étienne entendit quelque chose de différent. 3 coups secs. Silence. Puis, à nouveau. 3 coups. Il ne venait pas de la ville. Il venait d'en haut, du sol, juste au-dessus de la trappe latérale. Il se figea instinctivement. Il attendit. Il écouta. Encore une fois, toc, toc, toc. Il se leva lentement, éteignit la flamme de la bougie et colla son oreille contre le plafond renforcé. Une voix faible, presque engloutie par la neige. « Au secours, s'il vous plaît, quelqu'un. » Silence. Puis, une autre voix. « Petit, enfant, maman, j'ai froid. » C'était une femme et une fille, et ils étaient dehors. Étienne ferma les yeux. Il repensa aux règles qu'il s'était fixées des mois auparavant. Ne pas ouvrir, ne sors pas, ça n'aide pas. Survivre, c'est résister à l'instinct. Mais cette voix transperçait le bois, la terre, la neige et les convictions. C'était humain. C'était une vie de souffrance. Il ramassa la pelle courte. Il grimpa par la trappe secondaire. Dehors, le ciel était un bloc blanc. Le vent soufflait fort, mais il y avait une accalmie, un moment de silence entre les rafales. Il creusa rapidement, désespéré, sans voix. La terre et la glace ont cédé. La lueur des bougies, à l'intérieur, éclairait 2 visages recroquevillés. Une femme d'une 30aine d'années et une jeune fille enveloppée dans une couverture trempée. Ils étaient voisins, Claire et la petite Élise. Étienne ne les avait pas vus depuis octobre. La femme resta plantée là, à fixer le vide. Il n'a pas supplié. Il n'a pas donné d'explication. Il a simplement dit « Elle ne peut pas supporter une nuit de plus ». Étienne ne répondit pas. Il tendit la main. Il a d'abord aidé la fillette à descendre, puis la mère. Il tremblait tellement qu'il pouvait à peine tenir debout. Dans la pièce centrale de l'abri, il sépara les couvertures, alluma une nouvelle bougie et fit chauffer une casserole d'eau chaude. La jeune fille pleurait doucement. La femme resta silencieuse, frottant les mains de sa fille pour faire revenir le sang. Pendant 3 heures, personne n'a rien dit. Étienne a pris de brèves notes. 2 personnes sont hébergées. Température corporelle critique. Stabilisation. Mais cette décision a eu un coût élevé. Dès qu'il a ouvert la trappe latérale, le vent s'est engouffré.
et avec elle, l'humidité. Le lendemain matin, le plafond de la deuxième chambre dégoulinait. Condensation. Le bois était humide. Plus dangereux que le froid, c'était l'humidité qu'il ne pouvait pas contrôler. Les sacs de farine ont commencé à gonfler. Un des barils de grains présentait des traces de moisissure. Les couvertures les plus proches du plafond étaient glacées ce matin. Il a noté « Erreur technique. Défaillance du joint. Corrigé sous 18 heures. » Il le savait. S'il ne réagissait pas, il perdrait la totalité de ses actions en 3 jours. Mais maintenant, il n'était plus seul. J'avais besoin de partager l'espace. Chaleur, de la nourriture et du silence. Néanmoins, Étienne travaillait, seul. Pendant que Claire dormait avec sa fille dans les bras, il vida le compartiment humide. Il déplaça les provisions. Il sécha chaque sac à la main avec un chiffon chauffé près du poêle. Il créa des rainures en bois pour évacuer la condensation. Il a ensuite renforcé le toit avec les dernières planches de chêne qu'il avait conservées pour un agrandissement futur. Il a sacrifié l'avenir, préservé le présent. Il a fait remarquer « survie primaire garantie », inventaire compromis, chance de sauvetage extérieur, 0. Le matin du 4e jour, la jeune fille se réveilla en souriant. Le premier rire qui résonna dans cet abri avait presque quelque chose d'interdit. Claire, les yeux cernés et la voix rauque, murmura simplement « Elle n'avait pas souri depuis les funérailles de son père ». Étienne regarda, et pour la première fois depuis des années, il lui sourit en retour. Mais je n'ai rien dit. Dehors, la ville se mourait dans le silence. L'abbé Laurent fut retrouvé inconscient, enlacé contre l'autel. L'église, jadis pleine, n'était plus qu'un abri vide, dépourvu de foi. Henri Dubois, le boucher, abandonna sa propre maison pour aller chercher du bois de chauffage. Il disparut dans la neige. Plus personne ne parlait de moquerie. Désormais, il n'y avait plus que le silence. Et le bruit sourd des portes qui claquent dans le vent. Étienne s'habilla. Le pire était encore à venir. Le froid a perdu son nom. Au début du mois de décembre, on ne disait plus « hiver ». Ils l'ont appelé « le silence blanc ». Rien ne bougeait dehors. Ni animaux, ni fumée, ni voix. Les gens, s'ils étaient encore en vie, étaient enfermés derrière des portes scellées, ensevelis sous la neige ou gelés dans ce qui avait été leur maison. La ville était un cimetière, aux yeux ouverts. Les lampadaires sont recouverts, des arbres morts. Le clocher est figé dans le temps. Aucun bruit, si ce n'est, de temps à autre, le craquement sec du bois qui se fend à l'intérieur des maisons sous l'effet de la contraction thermique. Température, 26 degrés. L'Auvergne n'avait jamais rien enregistré de tel auparavant. Dans l'abri souterrain, la vie continuait, limitée. Les provisions commençaient à s'épuiser. Le riz moisi avait été jeté. Les viandes salées se conservaient. L'eau de fonte des glaces était rationnée. La jeune fille, Élise, tomba malade. Tout sèche, fièvre légère, yeux ternes. Claire tenait sa fille dans ses bras et, chaque jour, regardait Étienne avec la même expression, une gratitude contenue. Je n'ai jamais dit merci. Il n'a jamais rien demandé de plus. Et lui, il n'a jamais parlé de ce qu'il avait perdu. Une vieille photographie, cachée dans un livre, commençait à se décolorer à cause de l'humidité. On y voyait 2 garçons, jumeaux. L'un d'eux était Étienne. L'autre était enterré depuis des décennies. Il a écrit « Il a 27 ans, fille fiévreuse, infection possible, risque modéré. Les feuilles médicinales sont en rupture de stock. » C'était la première entrée qu'il écrivait avec doute. Et le doute était quelque chose qu'Étienne évitait comme la mort. Dans la ville, la faim s'est muée en folie. Des maisons pillées, des cours incendiées. Un homme a tenté de manger le cuir bouilli de ses propres bottes. 3 jeunes hommes ont disparu dans les collines à la recherche de bois. Ils sont revenus 2 jours plus tard. L'un d'eux, seul. Personne n'a posé la question. Personne ne voulait savoir. L'orgueil avait fondu avant la neige. La veille de Noël, l'abri a tremblé. Non pas à cause d'un effondrement structurel, mais aussi un élément plus imprévisible, la chaleur extérieure. Un petit groupe avait allumé un feu à quelques mètres de la cheminée camouflée. La neige alentour commença à fondre de façon irrégulière. La pression de la glace céda. Le plafond de la chambre du fourneau fut mouillé. Trop rapide. Étienne aperçut le risque avant qu'il ne se transforme en tragédie. À l'aide d'une houe, il remonta à la surface par l'étroit sentier latéral et effaça les traces. Discrètement. Il n'affronta personne. Il ne parla à personne. Cela n'a fait que renforcer la structure et à modifier le point d'échappement de la fumée. À présent, elle s'étendait sur 6 mètres vers le nord, sous un rocher plus gros. Chaque action d'Étienne était silencieuse. Précision, pas de l'héroïsme.
Je reprends exactement là où l'histoire s'est arrêtée, en conservant 100% du récit, des personnages et de la structure, sans coupure, adaptation supplémentaire ni interprétation. 2 jours plus tard, quelque chose a rompu le cycle. Une bosse à la surface, mais pas dans son abri. Plus loin, 3 robinets, cassés, 3 coups à nouveau. Étienne grimpa lentement. Il a utilisé le télescope. Il aperçut Henri Dubois, le boucher, agenouillé et frappant à la porte d'une maison recouverte de neige. Henri tremblait. Il avait maigri, le visage bouffi, la barbe gelée. Elle tenait quelque chose sur ses genoux, un paquet, ou un corps trop petit pour être celui d'un adulte. Il a frappé avec le poing fermé, sans crier. J'espérais juste. Étienne observa pendant quelques minutes, puis il est descendu. Je ne pouvais rien faire. Encore. Cette nuit-là, Claire se réveilla en sanglotant. Elle ne pleurait pas. Il chuchotait simplement. Elle ne répond pas. Élise était canon. Trop. La fièvre ne voulait pas baisser. Étienne effleura le front de la fillette du revers de la main. Il regarda sa mère. Il ne dit rien. Il partit sans se retourner. Il marchait dans la neige comme s'il portait son propre corps en guise de punition. Il se rendit sur l'ancien terrain du mineur, où il savait que des herbes séchées étaient entreposées sous des pierres. La neige me piquait le visage comme des aiguilles. Cela a pris 2 heures. Il est tombé 2 fois. Sur le chemin du retour, il portait un petit sac rempli de feuilles, qui était peut-être inutile. Mais il l'a apporté. Elle a préparé du thé. Elle humidifia les lèvres de l'enfant avec un linge. Il attendit. 2 jours plus tard, la fièvre a baissé. Claire ne sourit pas. Il ne posa sa tête sur l'épaule d'Étienne qu'une seconde. C'est tout. C'est suffisant. En surface, les survivants restants commencèrent à errer comme des ombres. Ils traversaient des rues couvertes, défoncèrent des portes, allumaient de petits feux et disparaissaient à nouveau. Les cloches de l'église sonnèrent d'elles-mêmes, entraînées par le vent. Un corps a été retrouvé sur la place, recouvert d'une couverture, anonyme. L'hiver avait gagné, mais tous n'avaient pas été vaincus. Durant la 2e semaine de janvier, le froid s'est calmé, mais pas la ville. L'Auvergne avait disparu. Le vent plus calme a révélé ce que la neige avait caché. Des toits effondrés, des traînées de sang séchées, des chemins de fortune faits de portes arrachées. Mais le plus effrayant, c'était le bruit, ou plutôt, son absence. Les rires des enfants, les cloches de l'église, le marteau du forgeron, tout s'était éteint des semaines auparavant. Et c'est dans ce silence qu'Étienne entendit frapper. 3 robinets, ensuite 2, un entr'acte, et une dernière touche. Cette fois, ce n'était pas une voix faible, c'était un silence assourdissant. Quelqu'un qui savait exactement où frapper, quelqu'un qui avait choisi de frapper, non pas par hasard mais en définitive. Étienne grimpa par la trappe latérale. Le froid n'était plus aussi intense, mais son corps le faisait encore souffrir. En ouvrant le couvercle en bois, il vit une silhouette rétrécie. Henri Dubois, l'homme qui criait « Échec » sur la place. Maintenant, à genoux, maigre, cassé. Elle tenait dans ses bras quelque chose recouvert d'un tissu, un bébé. Sans lever le visage, il a simplement dit « Je ne pose pas la question pour moi-même. C'est mon petit-fils. Il respire encore, mais plus pour longtemps. » Silence. Étienne ne répondit pas. Cela a tout simplement ouvert de l'espace. Henri entra. Claire la regarda stupéfaite. Elle aurait voulu dire quelque chose, mais elle ne le fit pas. Elle se contenta de serrer Élise plus fort contre elle. Étienne nettoya un coin. Il fit allumer des braises pour se réchauffer. Il prit un linge chaud. Il s'approcha du bébé. Henri observait tout comme s'il assistait à un miracle sans savoir comment prier. Yeux enfoncés, lèvres coupées. Quand Étienne lui offrit un morceau de pain sec, Henri hésita. Puis ça a pris. Il mangeait comme quelqu'un qui rongeait son orgueil. Plusieurs heures plus tard, le bébé respirait encore. Henri dormait pour la première fois depuis des jours. Ce matin-là, quelque chose d'invisible a changé. Le refuge n'était plus seulement destiné à Étienne. C'était l'ère des survivants. Mais personne n'en a parlé. Personne ne l'a demandé. Personne n'a expliqué. Étienne écrivait moins maintenant. Ses notes sont devenues des signes, une flèche en fusain indiquant où stocker l'eau, une marque en forme de X sur le sol à l'endroit où le plafond était plus bas, un point rouge dans un sac de couverture mouillé. Il était en tête, sans donner d'ordre, et tout le monde le suivit, sans voix. Le lendemain, 2 autres raids. C'était Marcel, le vieil homme aux bougies, et sa fille, presque gelée. Puis vinrent les jumeaux de la famille Ortega. Puis une femme avec un bras cassé. L'abri, construit auparavant pour il abritait 7 personnes.
Et Étienne céda. Elle a divisé le riz. La chaleur alternait. Je dormais moins. Plus personne ne se moquait d'eux. Mais personne n'a demandé pardon, car ce n'était pas une rédemption. C'était une conséquence. Et tout le monde le savait. Un matin, Claire s'est approchée. Il lui tendit un petit morceau de papier, écrit à la main, d'une écriture tremblante. « Merci de n'avoir rien dit. On apprend que lorsque le silence pèse plus lourd que la peur, Étienne-le. Il l'a gardé. Il n'a pas répondu. Fin janvier, la neige a commencé à fondre. Les portes de la ville s'ouvrirent. Ceux qui étaient restés en sortirent, tels des aveugles retrouvant la lumière. Les familles se rassemblèrent, sans savoir quoi dire. D'autres se contentèrent de compter les disparus. L'histoire de « l'homme du sous-sol » commença à circuler, mais personne n'osait la raconter avec fierté. Il se transmettait de bouche à bouche, comme une confession. Henri retourna sur la place. Elle marchait lentement, son petit-fils dans les bras. Il ne criait plus, il ne parlait pas fort. Je me contentais de fixer les gens, puis au sol. À la foire, une femme murmura « Il a survécu, grâce à l'homme qui l'a humilié ». Le silence qui suivit fut plus lourd que la sentence. Étienne ne remonta pas à la surface. Il est resté dans l'abri. Mais maintenant, les coups qu'il entendait au loin n'étaient de plus des appels au secours. C'étaient des expressions de gratitude. Et lui, il n'a jamais répondu. Le printemps est arrivé sans applaudissements. Aucun enfant ne courait vers les rivières. Aucune cloche ne sonnait non plus pour annoncer le lever du soleil. L'Auvergne prospéra, mais avec une tristesse enracinée dans la terre. Sur les 312 habitants, seuls 91 ont survécu. Le reste, il était transi de froid, et par fierté. Les autorités arrivées des semaines plus tard ne reconnurent pas la ville. Portes ouvertes, rues désertes, une tour effondrée, une cloche fêlée, et, au sommet de la colline, une entrée simple, renforcée avec de nouvelles planches, gardée par un rocher gris, sans nom, la porte de l'abri. Quand on leur a demandé qui avait sauvé cette partie de la ville, les survivants ont simplement pointé du doigt, mais personne ne parlait facilement d'Étienne. Il vivait encore là-bas. J'ai préféré le sous-sol. Henri essaya de le convaincre de revenir. La ville est différente maintenant. On peut s'y promener sans entendre le mot « échec ». Étienne répondit simplement « Je préfère toujours le silence. Certaines choses ont changé à jamais. Chaque maison a commencé à avoir un sous-sol. Chaque nouveau père apprenait à son fils à creuser, à stocker et à construire en silence. Les écoles ont raconté l'histoire de l'homme du souterrain, sans exagération. Juste pour rappeler que la préparation ne nécessite pas de public. Sur la place centrale, ils ont érigé une pierre portant une simple inscription. Ici, nous apprenons que le ridicule d'aujourd'hui peut être le refuge de demain. Claire et Élise sont retournées en ville. La jeune fille a grandi en racontant des histoires dont personne n'osait rire. Et chaque année, le premier jour de l'hiver, elle laissait un fagot de bois et un pain rassis au pied de la colline. Personne n'y a touché. Le lendemain, le colis avait toujours disparu. Étienne n'a jamais vraiment quitté cet endroit. Mais parfois, ils apercevaient une bougie allumée tout en haut. Un signe que le gardien du silence était toujours là. Certaines personnes crient pour qu'on se souvienne d'elle. D'autres creusent. Étienne n'a pas sauvé la ville par des discours. Il a simplement fait ce qu'il fallait faire, avant que tout le monde sache que c'était nécessaire. Et lorsque le froid est passé, il ne restait plus aucune fierté, ni blâmer, un silence total. Et depuis 1892, plus personne ne se moque de ceux qui construisent dans l'obscurité.